Salut, moi c'est Audrey, alias la cheftaine. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru que ma valeur dépendait des autres. Mes parents, mes profs, mon conjoint, mon boss et même ma gynécologue. Entre syndrome de l'imposteur et doute permanent, je me sentais prisonnière de mes étiquettes. Mais ça, c'était avant. Avant de réaliser que je n'étais pas seule à me traîner tous ces boulets. Et surtout, avant de décider de tout envoyer valser. La cheftaine, c'est un podcast où on parle de ce qui nous freine, mais aussi de ce qui nous inspire. En solo ou avec mes invités, j'ai décidé de secouer le cocotier. Alors, si toi aussi tu cherches à te reconnecter à ta propre valeur et que tu veux un boost d'énergie positive, c'est parti. Bienvenue dans La Cheftaine, le podcast sérieusement décalé. Place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Marie-Charlotte se présente comme la rebelle en tutu. Et dans son podcast Crush, elle explore les premiers jours des histoires d'amour. Moi qui adore écouter des histoires, je suis devenue une de ses fidèles auditrices. Et puis, ma curiosité a pris le dessus. J'avais envie de connaître le pourquoi du comment. Il m'était alors devenu évident d'en savoir plus sur celle qui véhicule autant de positive attitude. Il y a quelques semaines, nous avons échangé ensemble sur les difficultés de l'amour, après que la passion soit retombée et que le quotidien ait pris le dessus. Oui, je sais, vaste sujet. C'est d'ailleurs l'objet de l'épisode 86 de Crush, que je te mets en lien dans les notes descriptives. Sa démarche altruiste et bienveillante m'a particulièrement touchée, et le projet qu'elle porte est universel, l'amour. Mais derrière la vie de podcasteuse affirmée, derrière la rebelle et son tutu, il y a Marie-Charlotte, la nana ambitieuse qui a fait évoluer sa carrière professionnelle, qui a lâché son précieux CDI par goût du risque, du challenge et pour vivre une vie mieux alignée avec ses valeurs. Parce que nous connaissons tous ce sentiment. Tu sais, celui d'avoir l'impression de faire ce que l'on attend de toi, mais au fond, ce n'est pas sincèrement ce qui t'anime. Briser ses chaînes demande du courage. C'est presque une lutte de tous les jours, car il est difficile de sortir des cases, de s'affranchir de ses croyances limitantes et du regard des autres. Eh bien, Marie-Charlotte a totalement renversé le plateau. Ensemble, nous avons parlé entrepreneuriat, reconversion professionnelle, mais aussi production de podcasts, construction sociale, voix intérieure, alignement ou encore épanouissement. Parce que le chemin est parfois semé de bien des embûches. La Cheftaine, le podcast, nouvel épisode, c'est parti! Nous y voilà. Bonjour Marie-Charlotte. Salut Audrey. Bienvenue sur le podcast de La Cheftaine. Je suis très très contente de t'avoir avec moi puisque j'ai moi-même participé à ton podcast il y a quelques semaines et j'avais envie de te rencontrer et de te faire venir sur mon podcast à mon tour pour vraiment te prêter au jeu de l'interview des femmes entreprenantes parce que je suis très curieuse de ta démarche entrepreneuriale. Merci pour ton invitation. Merci à toi de l'avoir acceptée. Donc, tu es podcasteuse à la tête du podcast Crush, que j'écoute assidûment depuis déjà quelques mois. Et donc, pour le reste de l'audience, je vais te demander de te prêter au jeu de la présentation. Donc, présente-toi, dis-nous qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais. Je suis Marie-Charlotte, j'ai 43 ans. J'ai grandi en banlieue parisienne, je vis aujourd'hui à Paris. J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'événementiel et aujourd'hui, je suis podcasteuse professionnelle puisque je vis de mon activité podcast. D'accord. Donc justement, ton parcours professionnel, c'est ça qui est intéressant et c'est ce que j'aime mettre en avant sur le podcast de La Cheftaine. Donc tu es podcasteuse professionnelle. Depuis combien de temps maintenant ? Alors, j'ai lancé le podcast il y a 2 ans et c'était tellement une reconversion qu'en fait j'avais peu de contacts dans le secteur du podcast et que j'ai dû créer un nouveau réseau. Donc j'ai mis 1 an à générer les premiers revenus et depuis 1 an c'est ma source de revenus et cette activité elle est divisée entre mon podcast Crush et la monétisation de ce podcast, donc les revenus qui sont générés par ce podcast, et des missions auprès de studios de production de podcasts avec qui je travaille sur de la conception, de la rédaction et de l'animation. Donc aujourd'hui, mon revenu se divise comme ça. Donc le podcast, c'est devenu ta vie à temps plein finalement. Ouais, c'est devenu mon métier. Ouais. Auparavant, tu étais dans l'événementiel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on passe de l'événementiel au podcast ? J'ai vu de la lumière, je suis rentrée.
Non, très simplement, en fait, l'événementiel, c'est un métier passionnant. J'ai fait des trucs vraiment, pendant 15 ans, j'ai fait des trucs vraiment extraordinaires. De par le côté sensationnel de certains événements, de par les aventures humaines que ça représente à chaque fois. Un dossier d'événements avec un gros budget, des grosses équipes et tout, c'est toujours une aventure très, très singulière. euh, où tu t'engages, en fait, tu t'investis pleinement, humainement, parce que tu passes du temps avec les autres, parce que tu partages plein tes jours, tes nuits, tes heures, perdu tout, tu partages tout. Et puis c'est un tel investissement de toute ta personne, que humainement, ça crée voilà, des événements, des moments particuliers, avec des souvenirs et, euh, et souvent aussi un un peu de déprime à la fin d'un événement parce que tu t'es tellement mobilisé pendant des mois sur un truc, tu t'es tellement donné, t'as pas dormi, que après tu as une espèce de petite déprime. Et c'est un métier qui est extrêmement sous pression. C'est un métier qui fait partie du top 5 des métiers qui sont les plus stressants. Il y a un classement qui paraît tous les ans et l'événementiel et le poste de chef de projet événementiel fait partie des 5 métiers les plus stressants. Imagine-toi à côté de policiers et pompiers, quoi. D'accord. Pour te dire. Et pourtant, on ne sauve pas des vies, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais c'est un métier extrêmement stressant parce que tu as une obligation de résultat. Et que tu dois mettre en place des centaines de choses, de petites choses, et le résultat auquel tu arrives doit être parfait. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Et c'était des Il n'y a pas événements, d'autre issue possible. pardon, c'était des événements plutôt à destination des professionnels, c'était genre des congrès, des salons, ou tu faisais plutôt du particulier? Non, c'est surtout des événements. En fait, le milieu de l'événementiel, c'est des agences de com spécialisées dans l'événementiel qui bossent avec des grosses boîtes parce que c'est là où il y a des gros budgets. Et c'est soit de la com externe, donc tu t'adresses à tes consommateurs finaux avec des showrooms, des événements grand public, etc. D'accord. Et beaucoup de corpos, donc de com interne. Donc où là, tu as une partie de la population, donc souvent c'est les dirigeants de la boîte qui s'adressent à leurs salariés. Et quand on n'est pas dedans, on a du mal à s'imaginer ce que c'est, mais ça peut être vraiment très, 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 très gros à organiser. Et en fait, au bout de 15 ans, fatigue, euh, envie de passer moins de temps à bosser et de m'investir autrement et de retrouver un peu du sens. Et donc, je suis partie de l'agence dans laquelle j'étais en CDI depuis 9 ans et j'ai profité de 2 ans de chômage pendant lesquels je me suis mis dans une première aventure entrepreneuriale. Et ensuite, j'ai repris des missions événementielles en freelance pour retrouver un salaire. Et j'ai lancé Crush il y a 2 ans. Donc voilà. D'accord. Comment j'en suis arrivée là. Donc l'ulcère et la crise cardiaque en, en épée de Damoclès ont eu raison de ta passion de l'événementiel, si je comprends un petit peu. Il y a de ça. Ouais, puis il y avait aussi tu sais, j'ai eu 2 enfants Ouais. très rapprochés et j'avais vraiment ce sentiment qu'il fallait que je change mes habitudes de travail pour pouvoir concilier ma vie pro et ma vie perso. Donc c'est un peu ça l'élément déclencheur, l'effet cocktail de tous Ouais, ces éléments. Je comprends. je pense. Et du coup, tu dis que tu as eu une première aventure entrepreneuriale. C'était quoi? Tu veux bien nous en parler un petit peu? Ouais, tout à fait. C'était une idée que j'avais eue qui consistait à réenchanter le monde grâce aux mots des enfants. D'accord. Tu sais, j'adore les petits mots des enfants quand ils sont petits et quand ils se trompent sur les mots, qui te sortent des expressions pas possibles, qui sont souvent extrêmement drôles, expressions extrêmement philosophiques. Et ça avait commencé avec ma fille de 2 ans qui, un jour, en ouvrant la fenêtre en plein confinement, un matin, m'avait dit: T'as vu, maman, il fait bonne humeur aujourd'hui. Ça veut Génial. dire qu'il faisait beau, tu vois. Et voilà, et du coup, j'avais commencé à les noter, etc. Et je voulais mettre ça en valeur sur de la papeterie. Donc, c'était des cartes postales, des posters illustrés et donc personnalisés. Et après, j'avais fait des fringues à message en collection illimitée avec ces mots-là, ces mots d'enfant. Mais bon, alors, le textile, très mauvaise idée. Et là, la prod m'a tuée. Donc, au bout de 2 ans, j'ai arrêté. D'accord.
Mais c'est une chouette idée. Mais déjà, tu étais déjà dans l'optique de vouloir réenchanter le monde. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce que tu fais Ouais, un avec peu, ton ouais. podcast quand même. Donc, on a ce truc de la positive attitude qui suit, Ouais, quoi. Et donc, pour te lancer dans c'est clair. l'entrepreneuriat à proprement parler, tu t'es lancé avec une formation particulière ou tu y es allé avec le dos de la cuillère et advienne que pourra? J'ai fait une formation, un bootcamp chez The Family. Je sais pas si tu connais The Pas du Family. tout, non. Alors, alors je dis où c'était, je sais plus comment il faut dire, un incubateur de start-up. D'accord, À l'époque, il y avait Station F et The Family. d'accord. C'était 700 startups incubées. Et une des trois associées était une femme et remarquait tout simplement que seulement 5% des startups qui étaient dans l'incubateur étaient l'idée par des femmes. Et elle avait lancé un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin qui s'appelait Gold Up. Et j'avais fait une des promos juste avant le Covid. Et ça a été un vrai déclencheur pour moi, tout simplement pour me rendre compte que c'était possible et que ça me donnait envie, que j'en avais envie. Mais sinon, tout le reste, honnêtement, c'est de l'apprentissage tout, autodidacte. Alors bien sûr, je me suis servi de toutes mes compétences acquises pendant 15 ans Évidemment. d'événementiel, qui sont précieuses, la rigueur, la gestion de projet, la créativité, etc. Je m'en suis servi, mais sinon, à chaque fois que sur ces 2 projets entrepreneuriaux, mon meilleur ami s'appelait YouTube et les tutos YouTube. Ouais, donc tu avais quand même un bagage de compétences et une certaine débrouillardise, on va dire. Voilà, c'est ça. Et pour te lancer dans le podcast, justement, même question, tu t'es lancé dans une formation avant d'y aller ou tu t'es dit, tiens, un peu comme moi avec mon J'ai dictaphone? suivi. Ouais, ouais, c'est un peu ça. J'ai quand même acheté une formation sur... mince, j'ai un trou sur l'école. C'était l'école de la créativité de My Little Paris. Ça s'appelait... Attends, j'ai un autocollant là. Traverse. D'accord. Traverse. C'était une formation en ligne. Je crois que c'était 10 vidéos de 10 minutes ou 8-10 vidéos. Ça coûtait 30 balles. Et ça m'avait bien guidée au départ, notamment sur la partie technique. Et ensuite, eh ben non, après, voilà, je me suis lancée. J'ai suivi des tutos sur toute la technique, sur le montage, sur le matos à acheter, sur le montage, sur voilà, des petits trucs, comment mener une interview, etc. etc. Et puis après, je me suis lancée. Je sautais dans le vide. Et tu avais déjà un projet de je veux en faire mon métier ou c'était vraiment au début une sorte de passe-temps? Je n'avais pas encore vraiment l'idée d'en faire un métier. En revanche, je suis incapable de faire les choses à moitié. Et donc, je savais que si, en commençant, je m'attachais, je prenais du plaisir, ça allait pas s'arrêter. Ça allait pas s'arrêter, ça allait continuer et ça allait devenir important. D'accord. J'étais consciente de ça. J'ai un petit peu, enfin, je me suis un petit peu documentée sur ta personne avant notre entretien. Ah oui, Ah oui, très oui, bien. oui. Et donc, alors je ne sais pas si je l'ai lu ou si je l'ai entendu, si tu as déjà exprimé ça sur un autre lieu. Tu disais que tu avais lancé le podcast parce que justement, tu t'es à chaque fois demandé comment vous êtes rencontrés, etc. Et tu dis, tiens, il y a un truc sur l'alchimie de départ d'une relation et donc j'ai envie d'en faire profiter le reste du monde. Donc toujours pareil, la positivité sur le monde, je trouve ça pas mal. Et tu veux bien nous partager un petit peu la genèse de ce projet? Ah bah la jeunesse, elle est très simple. J'adore faire la fête dans ma vie. La fête et ma vie sociale a une place très importante. Et pendant le confinement, j'étais très très frustrée en 2020 de ne pas pouvoir faire la fête. Mon mec et moi, nous sommes très fêtards, on adore faire la fête ensemble. Et quand les vannes se sont réouvertes et qu'on a pu recommencer à faire la fête, on s'est engouffrés dans la brèche et on a fait la fête. Et un jour, c'était une fête improvisée, tu sais, après un anniversaire avec les parents d'école, des enfants, des copains des enfants. J'ai reposé cette question dans une soirée à un couple que je connaissais pas, comment vous êtes rencontrés. Et on a passé un super moment dans une cuisine typiquement parisienne, beaucoup trop petite pour le nombre de personnes que nous étions ce soir-là, en train de boire, fumer et danser dans 5 mètres carrés à peu près.
Et j'ai adoré ce moment où ils m'ont raconté, tous les deux ensemble. Moi, ça m'a porté. J'ai adoré les regarder le faire. Eux, ça leur a fait plaisir de raconter. Et je suis sortie légèrement éméchée de cette soirée en disant, je vais en faire un podcast. Parce que c'était une question que je posais souvent en soirée, pour aller à la rencontre des gens, en icebreaker. Je trouve ça toujours... je sais pas, j'aime bien poser cette question. Ça m'a toujours un peu fascinée. L'amour ayant toujours eu une place hyper importante dans ma vie. Voilà, en imaginant... J'ai lancé cette idée un peu comme ça, n'importe quand, n'importe comment. Et puis en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, c'est possible. Pourquoi pas? J'ai cherché, il n'y en avait pas de podcast qui existait sur la rencontre. Il y a des podcasts sur l'amour, mais pas sur la rencontre. Et donc, j'ai vu un potentiel et je me suis lancée totalement dans cette idée-là. Et là, c'était parti, on t'arrête plus. Donc aujourd'hui, c'est ton métier, ton travail à temps plein. On ne se rend pas vraiment compte du travail qu'il y a derrière un épisode de podcast. Je m'en rends compte maintenant que j'essaie de passer tout doucement de l'autre côté. Toi, à ton niveau d'expérience, 2 ans plus tard, pour sortir un épisode de podcast, qu'est-ce que ça représente en termes de travail, en volume horaire? Vas-y, dis-nous tout. Alors ça dépend aussi du format que tu as. C'est-à-dire, si tu es sur un podcast interview, si tu es sur un format où tu parles solo, si tu es sur un format choral où tu as plusieurs personnes qui parlent autour d'un plateau, si tu es sur un format documentaire, si tu es sur un format enquête, voilà, tu as plein de formats différents. Donc, je vais te parler de moi, ce que je connais le mieux, c'est le format interview. Un épisode de podcast, ça représente... Une fois que tu as ton concept, que tu sais ce que tu veux dire, comment tu veux le dire, que tu as travaillé ta trame d'interview, tu commences par chercher des invités. Tu cherches un invité. Donc ça, tu as tout un stade de soit contacter les gens, soit répondre à quelqu'un qui t'a contacté parce qu'il veut passer dans mon podcast, comprendre l'histoire qu'il veut raconter, pourquoi il veut la raconter, en faire un récit chronologique le plus captivant possible. Ensuite, c'est caler dans l'agenda la date de l'enregistrement. Et ça n'a l'air de rien, mais ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, c'est enregistrer. Donc, c'est 1 heure d'enregistrement. Ensuite, c'est envoyer à ma monteuse les pistes son avec des consignes de montage, de coupe éventuellement, d'habillage également. Ensuite, il y a toute une phase de programmation sur l'hébergeur où là, tu rédiges les contenus, c'est-à-dire le titre de l'épisode, le petit résumé, éventuellement les liens vers lesquels tu renvoies qui ont été abordés dans l'épisode, de sujets qui ont été abordés dans l'épisode. Et après, ça c'est tout le programme de production, je dirais. Mm-hmm. Et après commence le travail de promotion, parce qu'un podcast, il peut être génial. Si personne ne le sait, personne ne l'écoutera. C'est le leitmotiv de l'entrepreneuriat en général, de toute façon. Ouais, voilà. Donc, il faut le faire connaître. Et là, il y a un gros travail de promotion sur les réseaux pour acquérir les premiers auditeurs et ensuite faire grossir l'audience et la fidéliser. Ok. Et là, donc, je passe beaucoup de temps à créer 3 posts Instagram par semaine. Sur LinkedIn, à faire des posts, à créer des épisodes YouTube, souvent. Et... Après, il y a toute une phase pour moi de commercialisation, puisqu'aujourd'hui, Crush a des partenaires et des sponsors. Donc, j'ai toute une phase de démarche commerciale et ensuite de mise en place de partenariat avec mes partenaires. Donc, grosso modo, un épisode égale une bonne grosse journée de taf, parce que je délègue la partie montage. C'est ce que j'allais dire, tu as une assistante, quelqu'un qui te soutient là-dessus. Voilà. Okay. Et tout le reste, c'est de la promo et de la commercialisation. Quand même pas mal de taf. Et initialement, c'est toi qui faisais le montage ou t'as délégué tout de suite? Ouais. Non. Initialement, je me suis frottée au truc pour comprendre. Ouais. Ça, c'est un truc qui vient de l'événementiel, je pense. Pour comprendre. Au départ, tu tries des badges et puis après, t'écris des discours, quoi. C'est un peu ça. Du coup, j'ai fait la même chose. Je voulais vraiment mettre les mains dans le cambouis pour comprendre tous les enjeux. Et quand j'ai compris qu'il fallait que je délègue pour pouvoir que c'était pas ma valeur ajoutée, qu'il fallait que je me consacre à l'éditorialisation et à la promo, ce qui pour moi est ma valeur ajoutée, j'ai délégué. Ok. Au bout du 30e épisode à peu près.
Oui, donc tu avais déjà quelques mois dans les jambes avant de Ah, je m'en suis tapée, ouais. Je me suis bien tapée, ouais. Tu t'es un petit peu structurée sur le plan juridique, tu as monté une société, comment tu t'organises? Je suis en auto-entreprise pour l'instant. D'accord. Parce que je tiens les plafonds. Ceci dit, c'est pas idéal. Parce que du coup, je ne peux pas déduire de frais. Bien sûr. En revanche, c'est très simple à gérer. C'est l'avantage. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas de temps en temps des majorations URSSAF, parce que je n'ai pas fait les déclarations à temps, évidemment. Mais pour moi, c'était le plus simple. Et j'avais déjà eu une expérience de SASU. Et pour moi, il faudra que j'éclaircisse ça dans les mois à venir, mais pour moi, la SASU, c'est très lourd en termes de suivi juridique. Il faut un comptable, et donc c'est des frais mensuels qui partent. Les comptables, ça coûte cher, les déclarations aux impôts, etc., etc., etc. Et je t'avoue que j'ai pas... pour l'instant, l'auto-entreprise me convient bien. Ok. Mais tu penses quand même à te structurer et donc du coup à grossir encore un petit peu finalement. Ouais, c'est-à-dire que si l'activité de production de podcast se développe comme j'aimerais qu'elle se développe, à un moment, oui, il faudra passer sur une structure, sur une société, je pense. Tu arrives à gagner ta vie convenablement par rapport à ton précédent métier justement? Est-ce que tu as retrouvé un niveau de vie équivalent aujourd'hui, 2 ans plus tard? Alors non, pas du tout. C'est bien d'en parler parce que souvent on se lance dans des projets. Ouais, tout à fait. Je t'en prie, vas-y, dis-nous tout. Alors l'argent est un... L'argent, comment dire? Attends, faut que je trouve une formule. C'est le nerf de la guerre, voilà, ça on peut le dire. Bon, c'est le nerf de la guerre. Et après, on a tous un rapport particulier à l'argent. Moi, j'ai un rapport particulier, c'est que l'argent me stresse. Parler d'argent me stresse, m'angoisse, me rend anxieuse. Et quand je gagnais très bien ma vie dans l'événementiel et que j'avais pas de soucis, avant que je rencontre mon mec, qu'on ait des enfants et qu'on ait des frais plus importants, je kiffais ma vie. Hein. Je gagnais super bien ma vie. Je me posais jamais la question, j'ai envie d'un truc, je me l'achetais, etc., etc. Vivant à Paris, enfin voilà, c'était super. Après, il y a eu forcément une baisse de niveau de vie avec l'arrivée des enfants, l'appart plus grand, etc., etc. Quand tu vis à Paris, les frais sont quand même super élevés. Hein. Le niveau de vie, faut quand même assurer pour vivre intramuros. Et depuis que j'ai lancé mon podcast, non, financièrement, c'est des challenges, franchement, de tous les jours. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te dis que je vis de mon podcast, mais je ne fais pas encore rentrer suffisamment d'argent pour que on soit à égalité avec mon cum sur ce qui rentre dans le foyer. D'accord. Donc, c'est lui qui fait plus rentrer d'argent que moi pour l'instant. Et je suis sur un fil en permanence, en fait, je compte mes sous, hein, clairement, parce qu'il faut que je développe ma clientèle Bien et sûr. que je développe les partenaires du podcast. Donc, non, c'est pas du tout évident. Si mon mec était pas là, avait pas son salaire fixe régulier, je sais pas, honnêtement, je suis pas sûre que j'aurais pu faire ça. D'accord, donc tu as ce projet que tu partages quelque part avec ton conjoint aussi, finalement. Il te soutient là-dessus. Ouais. Oui, il est un peu actionnaire, si tu veux. C'est ça. Quelle est ta plus grosse erreur dans la conduite de cette évolution de carrière, enfin de ce changement finalement de carrière, et quels enseignements en as-tu tiré? Alors, je crois que la plus grosse erreur, quand j'y repense, de ne pas réussir à contrôler mon tempérament tout feu tout flamme et d'avoir envie de faire plein de trucs très vite en même temps. D'accord. Plutôt que de structurer, penser, structurer, avoir une planification et agir en fonction de ce plan. J'ai un caractère très un peu impulsif, très passionné, obsessionnel. Et quand je suis dans une flamme créative, j'arrive pas, je contrôle pas, quoi. En tout cas, c'est pas ce que j'ai fait au début. Et tu vois, toucher coller, la marque de fringues que j'avais montée, c'était ça en fait. J'ai pas assez pensé, structuré, planifié le truc au départ. Crush, je l'ai beaucoup mieux fait.
Et aujourd'hui encore, je me restreins sur pas mal de trucs parce que, enfin, je me contrôle. J'essaie de maîtriser mes élans. Parce que tu as eu cette expérience, j'allais dire un peu malheureuse, oui et non, parce qu'il ne faut pas la voir comme ça. Je pense que ça t'a fait avancer finalement. Ouais, complètement. Non, je le vois pas du tout comme un échec ou comme un foirage, mais par contre, je sais que ça aurait été différent si j'avais un peu plus stabilisé le truc. Stabiliser, bon, les actions, quoi. D'accord. Du coup, parce que là, quand tu parles de crush, ça a l'air d'être plutôt bien cadré dans la façon dont tu expliques ton process. Donc c'est ça finalement, là, ce que tu as appris de ton erreur à vraiment cadrer ta créativité tout en ayant eu des perspectives finalement. Ouais, oui, puis tu sais, en termes de stratégie, euh, de marque, en fait, tout le travail que tu fais au départ de proposition de valeur, de plateforme de marque, pour comprendre ta mission, ton pourquoi, à qui tu t'adresses, ta cible, etc. euh, Ça, il faut absolument le faire. Et ça, je l'ai fait avec Crush. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un socle très solide. Et derrière, en fait, il faut s'y tenir. Mhm. Et pour moi, c'est très, très dur. Tu sais, il faut se tenir à ta promesse, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Il faut te tenir à ton identité visuelle. Il faut se tenir à ta trame, à la ligne éditoriale, etc. Parce que si je m'écoute, en fait, moi, je pars, mais dans tous les sens. Tu vois? Et donc, cette rigueur, cette discipline, je l'ai apprise effectivement avec le temps et à travers ma première expérience, c'est clair. Et à contrario, ta plus grande réussite depuis que tu as fait ce changement de carrière professionnelle? Je crois que c'est il y a deux choses. Je dirais un truc très personnel qui est d'avoir réussi à trouver une voie dans laquelle je m'affirme telle que je suis et dans laquelle je m'épanouis et où aujourd'hui je n'ai jamais autant moi-même que ce que je suis aujourd'hui. Et vraiment cet épanouissement dans le professionnel, mais ça, ça joue aussi sur le perso. Donc Mhm. voilà, j'ai l'impression d'avoir trouvé un chemin qui me permet vraiment d'être moi-même. Ça, pour moi, c'est hyper précieux. Et après, il y a un autre truc que je trouve primordial et que j'arrive de mieux en mieux à faire, c'est le réseau. Pour moi, c'est vraiment la clé dans l'entrepreneuriat, c'est de réussir à se créer un réseau et à l'entretenir. Et c'est une notion que je n'avais pas du tout avant. Notamment parce que l'événementiel, en fait, le réseau est très petit et tout le monde se connaît. D'accord. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. Et quand j'ai changé de métier, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de réseau. Pendant ma reconversion, tout le travail de réseau, ça fait 5 ans et il commence à donner des fruits aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et ça, je suis assez fière parce que j'en avais pas du tout en partant, tu vois. Pas du tout. Je sors d'un schéma social, familial pour aller vers un autre. Le réseau, pour moi, est la clé pour réussir à faire cette transition. Et je pense que j'y arrive plutôt bien. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une réussite. En même temps, en venant de l'événementiel, je pense que tu n'as pas trop de mal à aller vers les autres. J'imagine que le lien social, ça fait partie des vecteurs et des compétences que tu avais dès le départ. Ouais, complètement. Ça a sûrement été un atout. Mais c'est pas pareil de travailler pour une boîte et des clients et de vendre ce que tu... d'aller vers les autres pour vendre ça que de te vendre toi-même. C'est très Ouais. différent pour moi. Ah oui, Tu dois savoir. c'est une approche différente, c'est sûr. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à concilier pour mener ce projet Crush le podcast? Clairement, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Et parce que du coup, tu travailles de chez toi, donc ton pro est à la maison. Ouais. Mais au-delà de l'aspect matériel, effectivement, je travaille chez moi. Et comme on n'est pas suffisamment riche pour avoir un château à Paris, je travaille dans mon salon. Mais c'est pas forcément l'aspect matériel, je dirais plutôt que c'est la question, plutôt l'engagement émotionnel, Ouais. l'équilibre émotionnel entre
cette envie claire et affirmée d'être présente pour mes enfants, que je vais chercher tous les jours à l'école à 5h30. Et je passe du temps après avec eux. Pour moi, c'est vraiment un projet de vie qu'on a avec mon mec et auquel on se tient depuis leur naissance, donc depuis 9 ans. De l'autre côté, cet engagement très fort que j'ai dans ce nouveau métier et dans Crush, qui, comme je te le disais, étant une grande passionnée, a des tendances un peu obsessionnelles. Et donc, ça prend beaucoup de place dans ma vie perso, dans mes échanges avec mon chéri, oui, aussi dans l'organisation du temps, des vacances, etc., etc. Mais ce qui est le plus compliqué pour moi, c'est cet espace émotionnel, en fait, où j'ai du mal à couper entre les deux, où j'ai envie d'en parler avec mon chéri, mais si je m'écoute, j'en parle tout le temps, nuit et jour, même dans mon sommeil. Et donc ça, vraiment, j'ai appris à ne plus le faire et à réserver du temps à me forcer à ne pas parler de ça, etc. Pour moi, c'est très dur. Donc c'est en voie de Très dur. progression quand même. Ça a l'air d'être... T'en as pris conscience, c'est déjà pas mal. Ça progresse. Ouais. Ça progresse, mais c'est une lutte quasi quotidienne. Moi, je comprends. Une lutte interne. Quand on a un projet qui nous enthousiasme beaucoup. Moi, j'ai un peu tendance à être tout feu tout flamme aussi, donc je partage tes problématiques. Qu'est-ce que tu as gagné à te lancer dans ce projet avec Crush? Outre l'épanouissement, évidemment. Outre l'épanouissement, non, c'est l'épanouissement. C'est vraiment, pour moi, c'est une espèce de miracle, je te jure. J'étais tellement coincée dans des trucs avant, coincée dans ce que les autres attendaient de moi, ce que j'imaginais du regard des autres, dans mon histoire personnelle aussi, mon histoire familiale, voilà, tous les mécanismes au sein de ma cellule familiale, mes parents, mes frères, mes sœurs. J'ai vraiment réussi à... C'est peut-être un peu fort ce que je vais dire, mais j'ai un peu l'impression d'être devenue adulte à travers ce projet, à travers Crush. Ce que j'avais pas réussi à faire jusque-là. Imagine-toi, j'ai quand même 43 ans. Donc, je sais pas, j'ai un peu cette image-là, tu vois, une espèce de maturité, d'affirmation de moi qui avait été complètement contrainte avant. J'ai vraiment cette impression d'avoir été dans une boîte un peu fermée pendant toutes ces années et d'avoir réussi à enfin ouvrir le couvercle et sortir de la boîte. C'est drôle parce que je partage complètement ça. Alors, je ne sais pas si c'est un facteur âge. Est-ce que c'est la crise de la quarantaine au féminin? Parce que j'ai rencontré d'autres nanas avec d'autres projets tout aussi enthousiasmants que le tien. Et on a tous ce truc à arriver entre 35 et 45 ans. Il y a quelque chose. On est étriqué, étouffé dans le rôle auquel on s'est astreint, parfois soi-même, parfois notre éducation, parfois notre entourage. Et donc, ouais, moi, le blog de la cheftaine et puis aujourd'hui le podcast, c'est un petit peu la résurgence de tout ça. Et je me retrouve beaucoup dans ce que tu partages aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on est nombreuses, mais c'est aussi une histoire de construction sociale, clairement. C'est-à-dire que aujourd'hui, encore beaucoup, nous les femmes, on s'épanouit très facilement dans nos relations émotionnelles, dans nos relations amoureuses, que ce soit nos relations amoureuses, nos relations amicales. Ça prend une grande place pour nous. Et alors que pour les mecs, c'est moins le cas. Et il y a une vraie valorisation de leur carrière, de leur job, de leur activité sportive, de tous les soirs de la semaine et du week-end. Et voilà, c'est pas valorisé de la même manière. Et je pense qu'effectivement, avec l'âge, je pense aussi qu'il y a un changement quand même au sein de la société et que c'est en train de bouger. Et je pense que tout ça fait qu'effectivement, là, les nanas de notre âge sont en train de déconstruire ces trucs au fur et à mesure, même si y a du boulot et c'est long. Je pense qu'il y a un truc comme ça qui se joue, moi. Ouais, je suis d'accord. Tes perspectives d'avenir avec Crush, tu te vois où dans 5 ans, voire même dans 10 ans?
J'aimerais bien que Crush existe toujours, quelle que soit la forme que ça prendrait. Tu vois, il y aura sûrement des évolutions, c'est même sûr. Mais j'aimerais bien que Crush soit un des plus gros podcasts français, tout simplement, disons les choses. Euh, et sans doute, j'aimerais avoir que ce soit devenu un studio pour produire des podcasts sur mon sujet de prédilection qui me passionne, que sont les relations humaines. Je pense que voilà, un espace où moi je pourrais exprimer ma créativité, mes idées, où je pourrais prendre la parole, où ça aura de la valeur, et où je pourrais accompagner des marques, des talents, des gens à s'exprimer à travers le podcast. Ouais, c'est un peu mon idéal pour dans 10 ans, je crois. C'est un beau projet, je trouve. Là, on a fait la liste de toutes les questions que je t'avais envoyées, mais comme je suis une petite vilaine, je pose toujours des petites questions que je n'ai pas envoyées. L'intérêt, c'est d'avoir ouais, c'est ça, d'avoir des réponses un petit peu sur le vif, au tac au tac. Donc, réfléchis pas trop, tu dis ce qui te vient. Quelle est ton héroïne dans l'histoire et pourquoi? Et dans l'histoire avec un grand H. Oh putain. Ça, c'est vache de pas le préparer. Mais elle est traite, cette question. Et c'est là où tu vois où on manque de représentation féminine dans notre société, parce que, de toute façon, généralement, quand je pose cette question, la première qui vient, c'est Simone. Hein, voilà, donc tout le monde me parle du droit à l'avortement. Mais il n'y a pas que Simone, il y a tellement d'autres femmes admirables dans l'histoire. Bah, moi, j'aime les exploratrices. J'aime les meufs qui sortent justement du rôle de la femme à la maison, dans son petit cocon, à s'occuper de ses enfants. J'aime ces femmes qui prennent des risques, que ce soit en étant des navigatrices en solitaire, que ce soit qu'elles soient exploratrices à travers des expéditions improbables sur l'Everest, en Antarctique, en Arctique. C'est scientifique, j'adore. J'adore. Mais alors, du coup, te sortir un nom comme ça, tu me poses une colle, évidemment. Je te dirai. À méditer. Je te le redirai. Quelle faute t'inspire le plus d'indulgence? Quelle faute m'inspire le plus d'indulgence? Bon, tu viens de l'événementiel. Il n'y a aucune faute qui mérite de l'indulgence, c'est ça? Non. Ah, si, tellement. Moi, je crois que je pense que je suis indulgente. Moi, je pense que toutes les fautes méritent de l'indulgence. L'excès de colère, tiens, par exemple. Bon, pas s'il se traduit par des gestes violents, mais quelqu'un qui va, par exemple, lever la voix pour exprimer un point de vue de façon un peu trop agressive, moi, je le comprends. Donc, je suis indulgente. Ouais, t'as dû en vivre pas mal, l'excès de colère dans ton ancien métier, j'imagine. Oui. Est-ce que tu as un mantra, une devise, un dicton ou même une citation qui te motive ou qui te guide au quotidien et que tu aimerais partager? Bah, tu vas la voir 1000 fois celle-là, mais pour moi, elle est tellement vraie. C'est sois toi-même, les autres sont déjà pris. Pour moi, ces 10 dernières années, l'acceptation de ce mantra qui me fait avancer et la mise en pratique de ce mantra qui me fait avancer. Et pas mal, mais non, on me l'avait pas encore sorti, tu vois, pas sous cette forme. Ah bah voilà. Donc merci du cadeau. Que dirais-tu à la femme que tu étais il y a quelques années avant d'amorcer ce changement de vie professionnelle? L'excès de... Malgré tout ce qu'on peut te faire croire, tu as beaucoup de créativité. Ça sent le bridage pendant des années. En agence, en fait, c'est hyper dur d'être créatif. Là, je pensais que tu vois, justement, pour faire de l'événementiel, il fallait avoir beaucoup de créativité. Et pas tellement. Bah, ça dépend, en fait, à quel poste tu es. Mais tu vois, en tant que chef de projet, c'est pas forcément ce qu'on te demande. Non, t'es chef d'orchestre. Sauf de temps en temps... Ouais, sauf de temps en temps, on te le demande et là, on s'étonne que t'aies pas des idées comme ça qui sortent dans tous les sens et que tu sois pas la reine de... Sauf que tu bosses aussi avec des DA, avec des créas et que eux, c'est ce qu'on attend d'eux. Et du coup, le rapport, il est pas égalitaire. Et c'est un rapport de force. Et moi, ça me plaisait pas du tout. Et du coup, ça m'inhibait complètement. D'accord.
tout simplement. Et alors attention, la dernière question, celle où tu vas tout donner. Quelle est la chanson qui te motive quand tu as le moral dans les chaussettes? Et attention, il faut me la fredonner. Il y en a plein. Putain, moi, tu sais, je suis une fan de karaoké, quoi. Quand la musique est bonne, de Jean-Jacques Goldman. Quand la musique est bonne, 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 quand la musique sonne. Merci Marie-Charlotte, c'était super. Et là, pour le prochain karaoké, si je viens sur Paris, je t'appelle, hein, promis. On va bien s'en sortir. Ah bah ça, n'hésites pas, n'hésite pas. Merci beaucoup pour le partage de ta bonne humeur et j'ai envie de dire longue vie à Crush. Merci beaucoup à toi Audrey, merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu repars avec de l'inspiration et de nouvelles perspectives pour avancer avec confiance. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains. Et surtout, n'hésite pas à laisser un avis plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire grandir notre belle communauté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours aussi décalé et inspirant. À bientôt dans la Cheftaine.